Place dans le mag à notre séquence diaspora. Ladj Ly, 41 ans, toujours la caméra au point, que ce soit en banlieue parisienne ou au Mali, pays qu'il l'a vu naître. Il cherche toujours à combattre les clichés par l'image. D'abord acteur, puis réalisateur et producteur, auteur de 2 films marquants, 365 jours au Mali ou Les Misérables. Ladj Ly a ouvert récemment une école de cinéma. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir ici. Alors, vous avez lancé l'école court-métrage en Verlan en octobre dernier. Elle est gratuite et ouverte à tous. Pourquoi ces 2 conditions sont capitales pour vous ? C'était important déjà pour donner l'opportunité aux personnes qui n'ont pas forcément le réseau ou les moyens d'accéder à ces écoles de cinéma. Donc c'est en priorité pour ces personnes-là. Et nous, on part du principe que moi, je n'ai pas spécialement fait d'école. Et dans notre collectif qui s'appelle Court-Métrage, on est plusieurs membres et aucune personne n'a fait d'école de cinéma. Donc on se dit aujourd'hui, c'est possible de faire du cinéma sans forcément passer par des écoles traditionnelles. Et c'est une initiative que vous voulez exporter sur le continent, c'est ça ? Complètement. On a lancé la première école à Clichy-Montfermeil il y a maintenant 5 mois. Et l'objectif, c'est de monter 5 écoles au Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire, Burkina et au Maroc. Donc ça, c'est la prochaine étape. On aimerait lancer la prochaine école en janvier 2020. Ça manque sur le continent, les écoles de cinéma, vous trouvez ? Oui, complètement. Parce que nous, on a aussi créé une boîte de production il y a 10 ans de ça à Bamako. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes, en tout cas dans les métiers du cinéma. Il y avait besoin de former les gens sur place. Donc l'objectif, c'est vraiment de former à long terme au métier du cinéma. Alors j'aimerais qu'on regarde cette image, c'est vous, Ladj Ly, c'était en 2004, ça va arriver. Photo de JR dans votre quartier à Montfermeil, en région parisienne. On croit que vous braquez une arme, alors qu'en fait c'est une caméra. C'était quoi le message à l'époque ? Clairement, donc c'est une photo de JR, l'artiste photographe avec qui je travaille depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Et ce cliché date il y a à peu près 13 ans. Voilà, je considère la caméra comme mon arme, donc elle me représente assez bien et c'est une photo qui a été exposée dans plein de musées, qui a pas mal tourné. 13 ans après, 13 ans après, on continue à l'exploiter, donc c'est quelque part, je suis très fier de cette photo de GR qui me représente assez bien. Et vous avez eu le sentiment de braquer le cinéma français, d'enfoncer les portes, entre guillemets ? Je ne sais pas si c'est braqué, mais en tout cas, voilà, on essaie de faire notre place. C'est un milieu qui est assez dur, mais on se bat tous les jours. Ça va faire plus de 20 ans qu'on fait ça, donc le combat continue. On essaie d'ouvrir un maximum de portes. Ouais. Alors, vous parlez de combat, justement, c'est quoi les obstacles avant d'être Ladj Ly, qui est aujourd'hui reconnu par la profession ? Les obstacles, c'est pas évident. Moi, je viens de Montfermeil, un quartier. À l'époque, j'avais pas spécialement de réseau ou quoi que ce soit. On a commencé avec une bande de potes. Et donc ça a mis du temps à se mettre en place, mais nous on y croyait, c'était quelque part une passion pour nous, donc avec le temps les choses se font. On vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a fait comprendre que je dirais pas qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, mais c'est comme partout, il faut se battre, il faut s'accrocher, voilà, c'est comme dans tous les milieux, déjà c'est un milieu qui est très fermé, qui est très dur. Mais on part du principe que c'est possible aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir beaucoup de volonté et de travailler très dur. En tout cas, la banlieue a toujours traversé votre filmographie. 365 jours à Clichy-Montfermeil, À voix haute et Les Misérables, 2 films qui vous ont valu 2 nominations au César. Qu'est-ce qui fait la singularité de votre traitement sur la banlieue notamment ? Comme je dis, moi je suis un banlieusard. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi en banlieue. Donc ça va faire plus de 30 ans que j'y habite. Aujourd'hui encore, j'y habite toujours. Donc moi, je considère que déjà d'une, j'ai envie de prendre la parole et parler des gens des quartiers, des problématiques qu'il y a dans les quartiers. Souvent on se plaint, on dit souvent que c'est souvent les gens qui parlent à notre place. Et là donc on a l'opportunité de faire passer les messages, on en profite pour le faire. Alors, la mort d'un jeune homme noir dans des conditions troubles après une interpellation défraie la chronique en ce moment en France. Qu'est-ce que ça dit sur les violences policières 15 ans après les révoltes de banlieue? C'est quelque chose dont vous avez beaucoup parlé, vous, dans votre parcours. Clairement, on se rend compte que 15 ans après, on a l'impression que tous les ans, voire tous les 2 ans, il y a une nouvelle bavure, il y a un nouveau meurtre d'une personne ici des quartiers. On a l'impression que c'est l'histoire qui se répète à chaque fois. Donc c'est quand même un peu dur, quoi. 15 ans après les émeutes, on a eu l'affaire Adama Traoré, on a eu plein d'autres affaires qui aujourd'hui, il y a des Bouna à l'époque où les policiers ont été relaxés. Donc on se dit que bon, il y a souvent des bavures comme ça et finalement il n'y a pas vraiment de justice. Donc à un moment, on aimerait que la justice soit faite, quoi. Alors, vous avez dit dans une interview être ni anti-flic ni anti-racaille. Pourquoi c'est important de le préciser pour vous ? Comme je dis, moi je suis un artiste, je suis un réalisateur, j'essaie de faire des films
des films qui traitent des quartiers. Je n'ai pas forcément envie de prendre parti pour qui que ce soit. J'essaie d'être le plus juste possible. Mon film, mon court-métrage Le Misérable, justement, la force du film, c'est que je ne prends vraiment pas parti et j'expose différentes problématiques en banlieue, que ce soit du côté des policiers ou des côtés des habitants. Alors, dans votre filmographie, il y a aussi ce documentaire marquant, 365 jours au Mali. Vous avez réussi à vous rendre dans le nord du Mali, qui était occupé par les djihadistes en 2012. Avant l'intervention française, on regarde un extrait, on revient tout de suite après. Je m'appelle Ladj. Je suis français d'origine malienne. J'ai grandi en France, mais je connais bien le Mali. J'y suis très attaché. C'est mon pays de cœur. Il est certes modeste, mais si paisible et chaleureux. Malheureusement, aujourd'hui, il semble faire partie des endroits les plus préoccupants du monde. D'ailleurs, en écoutant les pseudo-spécialistes de la question malienne et autres experts en terrorisme, on apprend que très peu de choses finalement. On reste cantonné à des lieux communs, limite fantasmés. J'ai donc décidé de prendre ma caméra et avec Saïd et Ben, on s'y est rendu. Sans filet, sans carte de presse, comme d'habitude. Voici ce que nous avons vu et entendu. Voici 365 jours de l'histoire de mon pays. Alors il faut le dire à nos téléspectateurs, aucun média occidental n'avait pu s'y rendre à cette époque. Aviez-vous mesuré quand même le risque en vous rendant dans une région en siège, tenue par des djihadistes? Pas vraiment, parce que moi je suis malien d'origine, je connais très bien le Mali, je m'y rends en moyenne 3 fois par an. Donc quand j'entends dire que le Mali c'est devenu une des zones les plus dangereuses au monde et qu'Al-Qaïda s'est installé, je me dis bon, j'ai du mal à y croire, donc je décide de prendre ma caméra et de m'aventurer. Vous réussissez même à emmener des amis? Ouais, j'ai réussi à emmener 2 potes, Saïd Beltibia et Ben Koro Sangare, avec qui je co-réalise ce film. Et donc pendant 1 an, on s'est aventuré au Mali, on a été dans tous les camps, que ce soit avec les islamistes, avec les Touaregs, avec les milices, Ganda-Iso, même avec l'armée malienne. Donc c'est une espèce de carnet de voyage où on se balade à travers tout le territoire, où on va à la rencontre des protagonistes pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais depuis la France, qu'est-ce qui vous a décidé à vous rendre là-bas? On se dit, comme je dis, moi je suis malien et c'est un pays qui me tient vraiment à cœur, c'est un pays que j'aime et donc j'avais envie d'aller sur place. En tant que réalisateur, je me suis dit, bon ok, j'ai ma caméra, je vais me rendre et je vais aller voir de mes propres yeux ce qui se passe. Il y avait un traitement qui vous dérangeait aussi? Bah oui, complètement. Quand on entend dire qu'aujourd'hui le Mali c'est devenu une des zones les plus dangereuses au monde, qu'Al-Qaïda s'est installé, donc moi je pars du principe, à partir du moment où j'entends Al-Qaïda, je me dis que c'est pas très clair, donc je décide d'aller voir de mes propres yeux. Alors on sent aussi dans le documentaire le choc de 2 mondes. Ça a été une claque pour vous? Ah oui, mais complètement. Pourquoi? Complètement. Quand on arrive, on se retrouve dans le nord du Mali où on a l'impression que c'est un pays complètement abandonné, où les gens vivent dans des conditions assez difficile, vraiment, on se rend compte que c'est 2 mondes complètement opposés, quoi. Et c'est vrai, c'est un choc. Moi, c'était un choc de me retrouver là-bas avec des populations, que ce soit les Touaregs, les Peuls, qui vivent vraiment dans des conditions très, très dures. En plus de ça, il y a toute cette mouvance djihadiste, en plus de toute cette misère. Donc c'est vrai que le cadre est très compliqué. Alors quand vous voyez aujourd'hui le Mali, 6 ans après l'intervention française, quel est le constat? C'est un constat d'échec? Le constat, oui, pour moi, c'est un constat d'échec total. On a l'ONU, les forces de Barkhane, on a toute l'armée française qui est sur place. Et donc on se dit, bon ok, normalement ça devrait bien se passer. On se rend compte que 6 ans après, on a l'impression que la situation s'empire. Là encore, il y a eu un massacre dans un village Peul. Moi, en tant que Peul, bien sûr, c'est des choses qui nous touchent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je ne suis pas politique, j'ai pas de solution à ça, mais ça me rend vraiment triste de voir le Mali dans cet état et de voir que les politiques sont impuissants, que ce soit à Bamako, que ce soit même, on a l'impression que le pays, on n'a pas de dirigeant, quoi. À un moment donné, on se pose plein de questions. Après, concrètement, qu'est-ce qui se passe au Mali? Je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai l'impression que c'est pas très clair. Ah non, bien sûr, ça me touche. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont les liens avec le Mali, justement? Comment vous essayez de garder le lien? Le lien, j'y vais toujours. Je vais en moyenne 1 fois par an. J'ai de la famille là-bas, j'ai mes biens là-bas, donc c'est vraiment mon pays de cœur, quoi. Alors votre long métrage Les Misérables doit sortir, c'est pour quand? On a une date ou pas? On ne sait pas encore, on n'a pas encore de date, on est en train de le finir, on espère cette année si tout va bien. Merci beaucoup Lajli d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup. Invité. Merci.